Hugo Chavez est décédé hier. Le Venezuela décrète 7 jours de deuil. Les médecins internistes sont réunis aujourd'hui à Grand Bassam pour parler de la lutte contre le VIH-Sida. Et puis au Sénégal, Macky Sall interdit les écoles coraniques clandestines après le drame de Médina. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. Dernier jour de dépôt de candidature pour les élections couplées du 21 avril prochain. À partir de 17h, plus question pour les éventuels candidats aux municipales et régionales de déposer leur dossier. Jusqu'à hier, il n'y avait pas d'affluence à la CEI. Le reportage d'Amza Diaby. Mardi 5 mars 2013, avant-dernier jour de dépôt des dossiers aux élections couplées municipales et régionales. Il est 14 h, ce n'est pas la grande affluence. Pour la dizaine de candidats présents, il ne fallait omettre aucun détail avant le déplacement à la commission électorale indépendante. On a 31 conseils municipaux, c'était vraiment pas évident. Il fallait aller au village, discuter avec les parents, et ceci a été fait. Il fallait d'abord voir les problèmes réels de nos parents. Puisqu'il faut tout vérifier pour voir s'il n'y a pas de coquilles et autres. Bon, donc cela a entraîné jusqu'aujourd'hui. Et donc j'ai été tenu de venir avec les chargés de cette mission pour que moi-même je puisse suivre de plus près vraiment le dépôt des dossiers. C'est ce qui explique ma présence ici. Apparemment, pas d'engouement pour ces élections couplées. Mais celui qui ne vient pas, on ne peut pas le forcer. La Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique où on a la liberté d'aller s'inscrire sur une liste ou de ne pas le faire, d'aller voter ou de ne pas le faire. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de venir forcément s'inscrire. Depuis plusieurs semaines déjà, les commissaires centraux de la CEI sillonnent le pays. Objectif, s'assurer du bon déroulement des préparatifs pour l'élection du 21 avril prochain. La date limite de dépôt des dossiers est fixée à ce mercredi 6 mars à 17 h. En parlant santé, les médecins internes s'engagent dans la lutte contre le VIH-Sida. La réunion des internistes de la sous-région de l'Europe et de la Côte d'Ivoire a lieu en ce moment même à Grand Bassam. Il sera toujours question des moyens à mettre sur pied pour une lutte efficace contre le VIH-Sida. On en parle avec Laetitia Mangli. 33,4 millions de personnes dans le monde sont affectées par le virus du sida et chaque jour, 7400 autres sont déclarées séropositives selon un rapport de l'ONU-Sida. Ces chiffres inquiètent les acteurs de la santé et particulièrement ceux de la médecine interne qui ont pour vocation la prise en charge globale des maladies de l'adulte. La médecine interne est une médecine d'organisme par opposition aux autres spécialités qui sont des médecines d'organes. Le médecin interniste, quand il reçoit un patient, il l'examine de la tête aux pieds et détecte les maux dont souffre ce dernier. Pour échanger avec leurs pairs d'Europe et de la sous-région sur la question du sida, qui fait rage depuis près de 3 décennies, les membres de la Société ivoirienne de médecine interne organisent un congrès scientifique. Nous avons décidé d'appeler tous les spécialistes de toutes les spécialités médicales afin que chacun puisse nous donner son expérience de la maladie. Au sortir de ce congrès, nous attendons donc que les experts nous parlent des avancées de la prise en charge. Le sida continue de sévir en Côte d'Ivoire et les actions de lutte contre la pandémie se multiplient. 440 000 victimes ont été identifiées en 2012. Deuxième édition de la campagne de promotion de la survie et du développement de l'enfant, dénommée le panier de la survie. Elle a pour objectif de sensibiliser les familles sur la prévention des maladies en vaccinant les enfants, mais aussi en adoptant une hygiène alimentaire et corporelle appropriée. Aimé Kouadio nous en parle. De nombreux enfants de moins de 5 ans continuent de mourir chaque jour des suites de maladies. En cause, la négligence des parents. Des indicateurs qui prouvent que les objectifs du millénaire pour le développement OMD sont loin d'être atteints en Côte d'Ivoire. Pour réduire la mortalité infantile, une campagne est initiée à Treichville par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. En ligne de mire, la promotion de la survie et du développement de l'enfant, dénommé le panier de la survie. Les ménages sont invités à adopter des gestes simples pour la santé des enfants. Il était important qu'une femme enceinte aille pour les différentes séances de consultation prénatale. Quand l'enfant naît, il est important qu'il soit déclaré, qu'il ait un extrait de naissance. Lorsque la maman elle-même gère les défécations de l'enfant, il est important qu'après elle se lave les mains avant de servir à manger à l'enfant.
L'autre aspect également important, c'est l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Ces gestes simples qui suscitent déjà des témoignages. Il y a une mère qui a accouché et l'enfant n'a même pas eu 1 mois. Elle a commencé à donner de l'aliment, de la bouillie. Et l'enfant est tombé malade, le ventre ballonné. Il a fallu avoir recours à l'hôpital. On est parti, on lui a donné les conseils, elle a suivi et elle a commencé à donner que son sein, le lait maternel. Et l'enfant, aujourd'hui l'enfant a 2 ans, il est en bonne santé. Le panier de la survie de l'enfant est à sa 2e édition. Les tours de la cité administrative du Plateau sont en mauvais état. La commission interministérielle des immeubles de grande hauteur demande donc un état des lieux de la situation sécuritaire. Le reportage de Grace Kando commenté par Franck Quadio. Cité administrative d'Abidjan Plateau. Une demi-dizaine de tours vieilles d'une trentaine d'années. À l'intérieur, des signes de vétusté avancés. Difficile ici de parler de système de désenfumage et d'alarme, encore moins de coupe-feu. À la tour D, par exemple, les pannes d'ascenseur sont récurrentes. Une vingtaine d'étages à gravir à pied, pas évident. Au niveau des ascenseurs qui vont du 15e au 28e, je crois, au niveau du 15e, ils ne s'arrêtent pas. Donc on est souvent obligé, moi je suis au 15e, on est obligé de descendre soit au 16e ou au 17e avant de prendre des paliers pour descendre. Oui, c'est tous les jours comme ça. Un état des lieux. La démarche entreprise par le comité interministériel des immeubles de grande hauteur. Une rencontre technique pour évaluer tous les maux qui minent ces tours de la cité administrative. S'il n'y a pas eu un suivi au niveau de ces dispositifs de sécurité, s'il ne fonctionne pas, le public ou bien le personnel qui se trouvera dans ce bâtiment sera forcément en danger. Mais si lui il est en danger, il va sentir que les pompiers qui viendront pour l'extinction d'un feu auront beaucoup plus de difficultés parce que lorsque le feu naît, les pompiers ne sont pas là. Mais le feu, avec tout ce que vous voyez comme combustible dans ces locaux, va se développer rapidement et d'un petit feu, on va se retrouver avec un incendie qui sera difficilement gérable. La rencontre va durer 4 jours, sanctionnée par un document. Nous allons faire l'état des lieux. Dire au gouvernement, voici ce que nous avons constaté à la cité administrative pour une meilleure sécurisation de nos immeubles de grande hauteur, que nous appelons les IGH. Il ne suffit pas seulement de faire l'état des lieux, mais nous allons faire des propositions au gouvernement. Les 5 tours de la cité administrative pour un relooking total. L'intention est affichée, reste la réalité attendue par l'ensemble des usagers. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest en conclave à Abidjan, objectif s'approprier du plan stratégique à 2013 à 2015, un plan qui va servir de boussole aux chefs d'entreprise de cette fédération. Les enjeux de cette rencontre avec Michel Digri. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est environ 320 millions d'habitants. Un vaste marché dont les pays membres pourraient tirer profit à travers des échanges commerciaux. Mais sur le terrain, cette opportunité d'affaires se heurte à la barrière des frontières. Certains pays interdisent l'importation d'autres pays membres, ça existe. Que certains pays imposent des droits d'entrée aux produits d'autres pays membres. Tout cela est bien évidemment contraire à la charte que ces pays ont librement signée. Pour faire sauter les verrous qui empêchent l'intégration économique ouest-africaine, la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, veut faire entendre sa voix. Et ce, à travers la mise en œuvre d'un plan stratégique 2013-2015, une boussole qui permettra au secteur privé d'être la locomotive du développement de la sous-région ouest-africaine. La FOPAO peut être un instrument puissant de développement régional, une voix des entreprises pour dire comment nous voulons que l'environnement des affaires s'améliore. Conquérir le marché mondial après avoir apprivoisé le marché sous-régional, cette ambition de la FOPAO passe par la mise en œuvre des 14 axes élaborés dans le plan stratégique adopté par les 15 membres de la fédération à Lomé en janvier dernier.
À l'étranger, Hugo Chavez est décédé hier à Caracas des suites d'un cancer. Le président vénézuélien était âgé de 58 ans. Le commandante aura passé 14 années au pouvoir. Des élections seront organisées dans 30 jours. En attendant, c'est le vice-président Nicolás Maduro qui assure l'intérim à la présidence. Les autorités ont décrété 7 jours de deuil et des funérailles nationales sont prévues vendredi. Dès l'annonce de sa mort, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Caracas pour rendre hommage à Hugo Chavez. Le président vénézuélien est décédé ce mardi à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer. Des funérailles officielles seront organisées vendredi. En attendant, sa dépouille sera exposée dans le hall de l'Académie militaire. 7 jours de deuil national ont été décrétés en l'honneur de celui qui a dirigé le Venezuela ces 14 dernières années. Le vice-président Nicolás Maduro, qu'Hugo Chavez avait pris soin de désigner comme son héritier, assurera l'intérim jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle prévue sous 30 jours. C'est d'ailleurs un Nicolás Maduro très ému qui a annoncé le décès du président du Venezuela. À 16h25 ce mardi 5 mars est mort notre commandant président Hugo Chavez après avoir combattu avec acharnement la maladie depuis presque 2 ans, a-t-il déclaré. Honor y gloria a Hugo Chávez. Que viva Hugo Chávez. Que viva por siempre. De son côté, Enrique Capriles, le leader de l'opposition, a plaidé pour l'unité des Vénézuéliens, estimant qu'il avait été l'opposant d'Hugo Chavez, mais jamais son ennemi. Enrique Capriles qui briguera sans doute le mandat de président, lui qui avait été battu par Chavez lors de la présidentielle d'octobre dernier. Au Kenya, les résultats tombent au compte-gouttes. Le Kenyatta est en tête selon les résultats provisoires, mais cette avance ne permet pas de dire s'il emportera la présidentielle. Seuls 42% des bureaux de vote ont publié leurs résultats. Uhuru Kenyatta a une avance d'environ 600 000 voix sur Raila Odinga hier à 17h. Au Sénégal, après le drame de la Médina, Macky Sall interdit les écoles coraniques clandestines. Le gouvernement sénégalais va identifier les sites comme celui de Médina, récupérer les enfants et les remettre aux parents. Les enfants venus de la sous-région seront remis aux autorités de leur pays. Macky Sall annonce aussi des mesures fortes pour mettre fin à l'exploitation des enfants. Et puis au Mali, une radio de Gao est le fer de lance de la résistance. Gao, ville du nord du Mali, est celle qui a plus résisté à la loi imposée par les rebelles Touaregs et les islamistes armés. À Gao, pendant les 10 mois d'occupation des groupes armés, diffuser de la musique ou certaines informations ont été interdits. Malik a reçu des menaces après avoir dénoncé sur les ondes les pillages et viols commis par des rebelles Touaregs. Ils ont proposé de l'argent que j'ai refusé. Ils m'ont envoyé des textos de menaces qui ne m'ont pas changé ma ligne de conduite. Et finalement, ils ont décidé en réunion secrète de m'éliminer. La résistance n'a pas été aisée. À l'arrivée du mouvement islamiste Mujao, la radio de Malik, à Adar Kohima, a dû supprimer la musique et diffuser de la propagande religieuse. Mais les animateurs ont continué à passer des petits messages contre l'occupation, en langue locale, une langue que les chefs des groupes armés ne parlent pas. Malik a quand même été enlevé et battu par les membres du Mujao début août. Il a dû fuir au Niger et continuer la lutte avec d'autres animateurs sur des radios internationales. Un soutien essentiel pour la population. Sans la radio, je vous jure, même moi présentement, je n'allais pas être là. Depuis la libération, la radio continue de s'engager pour le retour à la normale. Les animateurs ont demandé aux auditeurs de ramener les munitions, uniformes et autres biens publics qu'ils auraient récupérés lors des pillages. Et ils passent régulièrement des appels au calme et à la justice. Le rôle que nous jouons maintenant, présentement, depuis que les armées sont arrivées, c'est des rôles de sensibilisation de la population, d'appeler la population à éviter l'amalgame et d'éviter les règlements de compte d'une manière générale. Et on appelle la population à dénoncer les complices des terroristes. À Gao, la moitié de la population n'est pas encore rentrée. Sur les ondes, radios privées et communautaires veillent pour reconstruire la paix et la sécurité. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.